Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre événement en ligne Immobilier et retraite. Quelle solution choisir? La retraite, sujet ô combien d'actualité ces derniers mois, mais qui a vraiment conscience de la rupture que cette phase peut créer tant sur le plan social que sur le plan économique? Dans l'heure que nous allons passer ensemble, nous vous livrerons les arguments à faire valoir à vos prospects ou à vos clients sur la nécessité d'anticiper cette nouvelle vie. Quelle stratégie adopter en fonction de son âge? Quelle thématique d'investissement privilégier? Et je vous propose donc dès à présent de découvrir le menu. Lors de notre premier plateau, nous recevrons Franck Pétel, titulaire de la chaire Immobilier et Développement Durable à l'ESSEC, ainsi que Daniel Rapoport, sociologue spécialiste de la retraite. Daniel et Franck nous parleront de rupture du pouvoir d'achat à la retraite et de la nécessité de se créer un revenu complémentaire pour éviter la précarité financière. Nous accueillerons ensuite Jérôme Navarre, directeur général chez Cogedim Club, ainsi que Laurent Garnier, directeur général délégué chez Louvre Banque Privée, Immobilier Conseil, groupe La Banque Postale. Nos deux experts de l'immobilier géré nous donneront les clés pour réaliser un bon investissement en LMNP. Pour notre troisième plateau, Nue Propriété, la voie royale pour la retraite, Laurent Garnier sera toujours avec nous, accompagné de Jean-Baptiste Billier, directeur de l'ingénierie patrimoine chez Altarea. Nos deux experts nous partageront leurs convictions et les points à observer avant d'investir. Vous pourrez tout au long de cet événement découvrir les offres produits dans l'espace stand, bouton situé à gauche de votre écran. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'une des opérations, cliquez sur le bouton « Souhaite être contacté ». Voilà, vous savez tout à présent sur le programme du jour. Juste avant de commencer, rappelez que ce format est produit par Altarea Solutions et Services, plateforme de services intégrée au groupe Altarea, proposant des expertises fortes aux prescripteurs et à leurs clients, tels que le courtage en financement, la gestion locative, mais également, évidemment, l'animation autour des offres des différentes marques du groupe. Je vous propose à présent de rentrer dans le vif du sujet avec notre premier plateau, retraite, état des lieux et perspectives. La retraite. Le passage à la retraite peut être perçu comme une rupture significative dans la vie d'une personne. Rupture en termes de routine, rupture sur le plan social et surtout une rupture sur le plan économique. Nombre de personnes atteignant l'âge de la retraite sont confrontées à des difficultés financières faute d'avoir suffisamment épargné durant leurs années d'activité. Comment les retraités d'aujourd'hui vivent-ils cette transition économique? Quelles sont les projections en matière de pouvoir d'achat dans les années à venir pour ces futurs retraités? Et quelles sont les solutions efficaces pour se constituer un patrimoine pour l'heure de la retraite? J'ai l'honneur d'accueillir Franck Pétel. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ESSEC et directeur de la chaire Immobilier et Développement Durable de l'ESSEC, c'est bien cela? Tout à fait. Merci d'être avec nous sur le plateau. Franck, première question, on profite de votre présence. Peut-être on parle de retraite aujourd'hui. Peut-être resituer un mot d'historique sur le système de retraite que l'on connaît en France aujourd'hui. Alors actuellement, le système de retraite français est un système qui est fondé sur la répartition. C'est-à-dire qu'il a été mis en place par des ordonnances en 1945, je reviendrai un petit peu sur ce point-là, créant la sécurité sociale afin d'assurer à tous un certain niveau de ressources une fois à la retraite. Il s'applique à l'ensemble des régimes obligatoires de retraite, de base ou complémentaires. C'est donc ce système par répartition. Il se base sur des cotisations versées par des actifs au titre de l'assurance vieillesse qui sont utilisées au même moment pour payer les pensions des retraités. C'est donc un système qui est basé sur la solidarité intergénérationnelle. C'est ça, ce sont les actifs en fait d'aujourd'hui qui payent pour les pensions des retraités qui sont en même temps, c'est ça? Exactement. Alors ce système n'exclut pas un système de retraite par capitalisation. C'est-à-dire que le système de retraite par capitalisation, ce sont les actifs qui cotisent pour leur propre retraite. Les cotisations font l'objet de placements qui sont financiers ou immobiliers, donc avec un rendement qui est tributaire notamment des taux de rendement des actifs considérés. Le système, c'est le système qu'on connaît dans les pays anglo-saxons principalement. Tout à fait, c'est un système qui est très implanté notamment aux États-Unis, où les Américains se disent, voilà, je commence ma carrière, je dois me constituer ma propre retraite. D'accord. Et alors, pour revenir sur le système par répartition, qui est le système français sur lequel effectivement on s'appuie depuis des années, aujourd'hui, on sent effectivement les limites. On ne va pas rentrer dans le débat autour des retraites, mais justement, quel est le problème aujourd'hui par rapport à ce mécanisme et ce sur quoi il repose? Alors, plusieurs points
prête attention. Le premier point, ça va être le nombre de personnes à la retraite. Nous avons actuellement, alors fin 2021, les études ont montré qu'il y avait à peu près 17 millions de personnes retraitées de droit direct. Ça représente 100 000 personnes de plus par rapport à l'année 2020, donc 2021 par rapport à 2020. Et on se retrouve même à plus de 18 millions de personnes, si on compte aussi les pensions de réversion, c'est-à-dire les veuves, dans l'équation. Donc plus de retraités aujourd'hui à contenter, entre guillemets. Beaucoup plus de retraités à contenter. Et puis derrière, ce qui est intéressant de voir, c'est le nombre d'actifs cotisants par rapport au nombre de personnes retraitées. Actuellement, nous avons 1,7, alors c'est très statistique, 1,7 personnes cotisant derrière pour un retraité, avec des projections qui vont en 2070 à 1,4 cotisants pour une personne à la retraite. Quelle est la conséquence en matière de pension, justement, et de revenus? Combien aujourd'hui, en moyenne, un retraité perçoit et surtout, à terme, quel va être justement le taux de réversion entre sa période d'activité et au moment où on va être à la retraite? Alors actuellement, à fin 2021, ce sont les derniers chiffres, une pension brute s'élève à 1 420 € par mois, c'est à peu près 1 366 € net. En moyenne. Avec des écarts importants entre les hommes et les femmes, un écart à peu près de 24%, au détriment malheureusement des femmes, qui touchent en moyenne 1 305 €, alors que les hommes sont plutôt à 1 720, 1 719 € pour être précis. Le pouvoir d'achat des retraités diminue, et avec un taux évidemment de réversion qui baisse, on est à peu près à 50% actuellement. Et puis on va descendre, ça va continuer à descendre. Ça veut dire que derrière, si on ne fait rien, eh bien on va vers un système où les personnes toucheront moins, auront des pensions qui seront inférieures, où on donnera la possibilité aux personnes, où les personnes devront se dire « je vais créer ma retraite par capitalisation », c'est-à-dire que je vais moi-même créer ma future retraite en plus de ma retraite par répartition. Merci Franck pour ces précisions. Je propose de découvrir justement une interview de Daniel Rapoport qui est sociologue et qui vont nous parler justement de la rupture que peut représenter le passage à la retraite. Le passage à la retraite est une succession de ruptures. Parce que déjà, il y a une rupture de l'espace, vu qu'on ne se lève pas pour aller à son bureau. Donc on est un peu dans une adaptation nouvelle à son habitation, qu'il va falloir qu'on investisse à 24/24, etc. Rupture dans le temps, rupture temporelle, c'est-à-dire qu'il faut se reconstruire tout un emploi de notre temps qui ne soit pas utilitariste, mais qui soit investi quand même par un projet. Et rupture, entre guillemets, financière, dans le sens où l'argent n'est pas seulement quelque chose de réel, mais c'est quelque chose de psychologique, de symbolique, et on a l'impression d'une perte de pouvoir acheter ou avoir accès à ce dont on a envie. Merci Daniel pour ces précisions. On vous retrouvera également en cours d'événements. Franck, si jusqu'à maintenant on pouvait effectivement avoir un niveau de vie qui est équivalent à de l'actif parce que j'ai remboursé ma résidence principale et que je touche ma pension, ça ne suffira pas pour effectivement maintenir un niveau de vie décent et ne pas vivre cette précarité financière. Donc ça veut dire épargner, se constituer un patrimoine. Et quels sont les meilleurs leviers, la meilleure façon d'agir en la sorte? Alors évidemment, quand on veut se constituer un patrimoine, en tout cas une rente pour améliorer sa retraite par répartition, on a différentes possibilités. Alors, on peut aller sur des marchés actions, on peut aller aussi vers l'immobilier, bien sûr, vers l'immobilier. Alors, pourquoi l'immobilier? Alors, on sait que les Français sont très attachés à leur résidence principale, mais on vit une période où les taux d'intérêt ont considérablement progressé. On en parle tous les jours à la radio, tous les jours à la télévision, où le foncier est devenu cher, où acquérir sa résidence principale est devenu problématique. Et on peut très bien se dire, mais est-ce que je ne dois pas arbitrer entre l'allocation d'un côté et l'investissement immobilier derrière pour me constituer à terme une rentrée d'argent, un complément de revenus pour ma retraite? Ce qui est sûr, c'est qu'avec la hausse des prix, la hausse des taux, on a perdu en pouvoir d'achat en tant qu'investisseur, que ce soit pour la résidence principale ou en termes d'investissement. Donc ça veut dire, effectivement, si je suis limité par rapport à ma résidence principale, c'est peut-être d'opter sur
la location et effectivement investir. Ce qui a d'autres vertus, c'est que ça vous libère aussi sur la possibilité de faire plusieurs opérations, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, il faut toujours se poser la question avant d'acheter sa résidence principale, est-ce que j'ai plus intérêt à louer qu'acheter, déjà, pour commencer? C'est-à-dire, si je vais à Paris, la rentabilité d'un appartement à Paris, si moi je le loue, va être peut-être de 2%, il vaut mieux louer plutôt qu'acheter. Alors c'est vrai, si vous l'avez dit, c'est totalement logique. Plus les taux d'intérêt sont élevés, plus la capacité d'emprunt d'une personne est faible. Et donc, on peut légitimement se poser la question, est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à être locataire de ma résidence principale et d'investir judicieusement dans des actifs peut-être de taille plus faible, mais qui va vous assurer une rentabilité forte. Et puis n'oublions pas une chose, par rapport notamment aux actions, c'est que quand vous achetez de l'immobilier, vous pouvez emprunter. Allez voir un banquier en disant « je veux emprunter pour aller sur les marchés actions », il va vous dire généralement non, voire toujours non. C'est pas possible. C'est pas possible, parce qu'un banquier, lui, il aime bien un actif corporel, il aime bien un actif tangible, et l'immobilier, c'est rassurant pour lui. Et alors, on profite de votre présence pour vous poser un peu des questions en rafale. Est-ce que, avec des taux tels qu'on les connaît aujourd'hui, est-ce que ça reste intéressant, pertinent d'aller lever de la dette pour investir? Alors là, on rentre dans le domaine de la finance. Il y a toujours une question à se poser. Il y a une très belle équation qui existe sur l'effet de levier financier. C'est de se poser la question, quel est le différentiel entre ce qu'on appelle le return on asset, la rentabilité de votre investissement, de votre actif, ici de l'immobilier, quelle est la rentabilité, c'est-à-dire les loyers moins les charges propriétaires, par rapport au taux d'intérêt. C'est-à-dire que si vous avez un taux d'intérêt qui est à 3 ou 4% et que vous placez ce crédit, cet argent que vous avez levé, dans un actif immobilier qui vous rapporte du 7 ou 8%, vous avez tout intérêt à faire de la dette, puisque vous allez doper la rentabilité de l'investisseur. D'accord, mais ces niveaux de rentabilité, alors difficile de les trouver justement dans l'immobilier nu, peut-être plus dans l'immobilier géré pour le coup qu'on va développer sur les plateaux suivants. Effectivement, on s'aperçoit que dans l'immobilier géré, les rentabilités sont très attractives, très attrayantes, qu'on peut aller voir son banquier, il le comprend, voire souvent il vous incite à le faire. Et puis il faut quand même pas oublier que plus vous allez associer du service derrière à une population qui est en recherche de services, plus la rentabilité proposée par l'actif va être importante. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent de faire en ce moment. Et alors, justement, et puis un point également, c'est que sur la question des taux, il y a toujours la possibilité de renégocier le jour où les taux baisseront. Ça, c'est une pratique courante. C'est une pratique totalement courante. C'est vrai qu'on s'était habitué pendant 10 ans à emprunter autant qu'on voulait à taux zéro. Forcément, on ne se posait pas trop la question de la pertinence de l'investissement, puisque quand on investit à 1%, 2%, vous mettez dans à peu près n'importe quoi, et notamment l'immobilier qui avait une rentabilité extrêmement forte, et vous gagnez beaucoup d'argent. Donc effectivement, avec des taux, des politiques de taux d'intérêt qui montent, on parle à terme de 4% en Europe par la BCE, on n'en est plus très loin, on est à 5,25, 5,5 maintenant aux États-Unis. On se dit à un moment, oui, l'inflation va être jugulée, les banques centrales vont revoir leur position, et puis il y a un moment où les taux d'intérêt vont repartir à la baisse, parce qu'on ne peut pas tuer comme ça à un moment l'économie sous prétexte de... Voilà, là c'est pour freiner l'inflation, mais une fois qu'elle sera freinée... Et puis à un moment, effectivement, quand l'inflation sera freinée, et on voit bien que le prix, notamment de l'énergie, a baissé, les matières premières, ça baisse, donc on va revenir, je pense, à une situation un peu plus normale, probablement l'année prochaine, eh bien, on a probablement des taux d'intérêt qui vont baisser et la possibilité de retourner voir son financeur, son banquier, en disant, écoutez, il faut peut-être qu'on rediscute ensemble et qu'on baisse le taux d'intérêt de mon crédit. Tout à fait. Et alors, dernière question, Franck, qui fait les gros titres des journaux actuellement. Vous êtes titulaire de la chaire immobilier de l'ESSEC, je le rappelle. Alors, l'immobilier va-t-il baisser et quel immobilier si ça doit baisser ? Alors, on va séparer ça en deux parties. Vous avez, je suis propriétaire, on est dans un marché actuellement d'acheteurs, on n'est pas dans un marché de vendeurs. C'est un marché, donc on se dit, les taux d'intérêt montant, forcément les prix de l'actif, la valeur vénale de l'actif devrait baisser, ou devrait baisser. Voilà. Et puis de l'autre côté, il faut quand même pas oublier qu'on est dans un pays où plusieurs millions de Français ont du mal à se loger, donc ça veut dire qu'il y a le marché de l'investisseur qui loue, qui va louer un tiers. Et ça, la demande reste très forte. Il est très difficile de trouver un appartement à la location. Allez à Paris, allez voir à Paris. Donc, pour un investisseur qui investit
dans des actifs avec l'objet de le mettre en location, je pense. En plus, n'oublions pas que les loyers sont indexés en partie sur l'inflation. Donc, on est dans une période de forte inflation, les loyers montent. Et quand on discute avec les grands investisseurs, ils vous disent on arrive bien à répercuter d'ailleurs cette hausse sur les loyers. Eh bien, écoutez, investir dans l'immobilier pour le louer, c'est plutôt une bonne opération. C'est clair. Et une très bonne protection aussi contre l'inflation. Et sur la question des prix, on a quand même un système en France qui est particulier avec le taux fixe, qui fait que c'est un amortisseur. On ne vit pas comme dans les pays anglo-saxons, quand il y a la hausse des taux, une charge de la dette plus importante, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de vendre et on n'a pas un apport massif sur les marchés de biens immobiliers. Et exactement, il ne faut pas faire une fixation sur la dette en disant que c'est forcément quelque chose de mauvais, de mal. C'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? On prend de la dette à un taux et on reçoit de l'argent et qu'est-ce qu'on en fait? Donc effectivement, les Français, mais ils avaient tout à fait raison à emprunter à taux fixe. Quand vous avez des taux d'intérêt très faibles, quel intérêt de prendre un taux variable, à part prendre le risque que ça monte? Donc on emprunte à taux fixe. Plus on va dans le temps, plus on rembourse le capital, moins on paye les intérêts. Et puis, oui, c'est une augmentation de ces frais fixes, mais qui est maîtrisée en France, puisqu'on a le droit de s'endetter jusqu'à un tiers de ses revenus. Donc oui, c'est tout à fait jouable, tout à fait maîtrisable. Et il y a une très belle phrase, je me suis permis de la noter, celle-là, qui était de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, qui avait dit « L'immobilier ne peut pas être perdu ou volé, il ne peut pas être emporté. Acheté avec bon sens, payé en totalité et géré avec raison, il est le placement le plus sûr du monde. » Et c'est ça qui est bien dans l'immobilier, c'est un placement sur le long terme, donc c'est parfait pour les retraites. C'est un placement quand il est bien géré, qu'il est fait de manière pertinente. Location, toujours. Se mettre acheter dans un endroit où il y a un marché, où il y a une tension locative, par exemple, eh bien, c'est un investissement extrêmement sûr qui rapporte forcément sur le long terme. Eh ben super, Franck, on va rester sur ce mot de la fin, du coup. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci pour ce partage, Franck. Et je vous propose à toutes et à tous de se retrouver pour notre deuxième table ronde qui va être dédiée justement au LMNP. Eh bien, on l'a évoqué avec Franck, justement, et la pertinence, c'est une nouvelle clé pour générer des revenus pour la retraite. Et on retrouve tout de suite nos invités. À tout de suite. Eh bien, nous l'avons vu dans le plateau précédent, effectivement, voilà, la perte de pouvoir d'achat programmée au moment de la retraite nous oblige à se constituer un patrimoine, et notamment immobilier. Et donc, voilà, mais quel type de bien, quelle fiscalité et quelle thématique jouer? Eh bien, voilà, j'ai la chance d'avoir de grands professionnels de l'immobilier d'investissement en plateau avec moi aujourd'hui. Jérôme Navarre. Bonjour Jérôme. Bonjour Philippe. Vous êtes directeur général de Cogedim Club, qui est l'exploitant des résidences services seniors du groupe Altarea, c'est bien cela? C'est exact. Bon, merci d'être avec nous et nous avons le plaisir de recevoir Laurent Garnier. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe et bonjour Jérôme. Eh bien, bienvenue. Vous dirigez Louvre Banque Privée Immobilier et Conseil, dit LBPIC. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure rapidement, si vous voulez bien? Ah oui, bien sûr. Alors, Louvre Banque Privée Immobilier et Conseil est une structure d'investissement immobilier locatif. Elle travaille exclusivement pour le compte de la clientèle patrimoniale de la Banque Postale et de sa banque privée qui s'appelle Louvre Banque Privée. Donc, c'est pour ça que nous sommes une filiale aujourd'hui de Louvre Banque Privée pour faire l'investissement immobilier locatif. Très bien, merci pour ce rappel. Écoutez, Laurent, on commence avec vous justement. On l'a dit, le contexte est changeant, particulier. Comment ça se passe chez vous? Comment est-ce que vos clients ont toujours de l'appétit sur l'immobilier? Est-ce que les dossiers sortent? Racontez-nous. Alors les clients, oui, ont toujours de l'appétit sur de l'immobilier, même si en ce moment, il y a une période un peu plus attentiste. Il y a le contexte. Donc, notre rôle, c'est de pouvoir contrecarrer ce contexte, c'est a priori les emmener sur le réflexe plus structurel de long terme et leur objectif d'investissement et de rassurer sur ce bien-là. On existe depuis une douzaine d'années, maintenant dans notre 13e année, donc on a cette expérience de pouvoir investir nos clients et les amener sur ce type de marché. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de l'actualité qui est sur une disparition du Pinel, sur de la hausse des taux, donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus d'attentisme. Mais nous avons structurellement diversifié nos allocations d'actifs auprès de nos clients en investissement immobilier. Et nous avons des systèmes qui, je pense, on en reparlera juste après, ont tout un intérêt à perdurer, comme le LMNP, qui permettent chez nous de faire plus de tiers des ventes et donc d'être moins dépendant d'un phénomène cyclique qu'on peut connaître sur des dispositifs fiscaux comme le Pinel à l'heure actuelle. C'est très intéressant, en effet, parce qu'on voit que il y a une forme de mode, le développement du LMNP aujourd'hui dans le conseil auprès des clients. Mais vous n'avez pas attendu la hausse des taux pour être sur cette thématique-là. Ça fait des années que vous traitez le sujet. Qu'est-ce qui vous donne autant de conviction dans ce type de dispositif? D'abord, c'est un dispositif qui est extrêmement puissant.
qu'un intérêt fiscal pour le client. Ça permet de générer des revenus et nos clients ont de plus en plus besoin de revenus complémentaires et si possible, peu ou pas fiscalisés. Donc on est bien dans cette thématique comme les problématiques de retraite qu'on fait l'actualité il n'y a pas longtemps. Donc on peut y répondre par ce système-là. On est surtout sur un système qui permet d'avoir rien à gérer pour le client. Et une facilité de gestion pour un client investisseur dans des marchés de l'immobilier, bien souvent il a peur d'avoir une perte de locataires, d'avoir à gérer des biens, etc. C'est quelque chose qui ont pris une importance de plus en plus forte depuis ces dernières années et que ça m'a permis d'emmener une partie de cette clientèle vers quelque chose qui est plus sécuritaire, géré, avec une bonne fiscalité, des rendements qui sont toujours attractifs. On était en période de forte baisse des taux. Lorsque vous avez des rendements qui sont affichés avec un bail commercial garanti, ça permet de rassurer le client et de le projeter sur l'avenir. Claire. Et justement, donc les professionnels qui nous suivent, qui dit LMNP dit souvent effectivement exploitant et donc un bail. Cette thématique est assez clivante, si je puis dire, vis-à-vis des professionnels qui nous suivent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi et peut-être par un petit historique là-dessus? Déjà, la crise Covid nous a rappelé que rien n'est jamais totalement garanti et qu'il faut pouvoir exploiter. Lorsqu'il y a des interdictions d'exploitation, je prends par exemple sur les résidences de tourisme, les professionnels ne pouvaient plus mettre en location leurs biens au public. Donc à partir de ce moment-là, c'est un peu plus difficile pour l'exploitant, ce qui n'a pas été le cas pour les résidences seniors. Mais le marché a été plus exigeant. Inévitablement, il faut faire attention à la qualité d'exploitant et ceux qui ont une diversification et qui permettent d'avoir dans les grands groupes, lorsqu'on a une bonne gestion, de pouvoir passer les crises. C'est aussi à ce travers-là qu'on a fait investir nos clients et sur des structures où on sait qu'il y aura peu ou pas de risques parce qu'elles sont bien gérées avec une dimension nationale et pas forcément des emmener sur des choses qui peuvent paraître un peu plus rentables, mais qui auront plus de difficultés à passer les crises. Oui, c'est ça. C'est donc travailler avec des acteurs qui ont pignon sur rue aujourd'hui. Regarder leur track record, si je puis dire. Avec des professionnels de leur secteur et qui ne sont pas opportunistes à un moment donné sur une classe d'actifs qui peut avoir un intérêt plus pour les gestionnaires que pour les clients ou pour les investisseurs. Claire. Merci Laurent. Jérôme, nous l'avons dit, vous êtes exploitant gestionnaire. Donc justement, quelles sont les spécificités du bail dans la version Cogedim Club ? Alors, le bail Cogedim Club, c'est un bail de longue durée, puisque notre engagement vis-à-vis des investisseurs est d'un peu plus de 9 ans. C'est un bail commercial, donc on est dans un instrument juridique éprouvé qui est connu. Dans ce bail, le loyer est garanti, quel que soit le taux de remplissage. Donc, nous nous engageons à payer le loyer, et y compris si notre taux de remplissage, notamment en début d'exploitation, est forcément un peu plus faible. Et d'ailleurs, pendant toute la période du Covid, nous avons payé nos loyers à l'heure à l'ensemble de nos investisseurs. Autre caractéristique du bail, le loyer est indexé, et évidemment en période d'inflation, c'est quelque chose de très important pour protéger la valeur de l'immobilier. Très bien. Et justement, vous l'avez dit, pendant la période Covid, vous avez réglé donc les loyers et ça montrait à la fois la résilience de la thématique des résidences services seniors, mais également aussi un engagement de la part du groupe, justement, d'honorer les loyers. Vous avez raison de pointer ces deux aspects. On a pu payer nos loyers pour différentes raisons. D'abord, nous sommes un opérateur qui avons une expérience de plus de 10 ans dans ce domaine. Nous avons des choix qui sont extrêmement exigeants en termes d'implantation et on vérifie bien que tous les fondamentaux pour pouvoir réaliser une résidence service senior sont présents. Et enfin, nous sommes adossés à un grand groupe qui est le groupe Altarea. Altarea, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires, c'est 2 milliards de capitalisation boursière. Et donc, nous avons toute la puissance financière qui nous permet, lorsque l'exploitation est un peu plus difficile pour des raisons exogènes qui ont été évoquées tout à l'heure, de pouvoir continuer à répondre à nos engagements. Et peut-être encore un dernier point, c'est qu'effectivement, qui dit bail, dit durée d'engagement, il y a la question du renouvellement et vous êtes actuellement en train de renouveler vos premiers baux, c'est bien ça? On renouvelle nos premiers baux et nous sommes là pour longtemps et vraiment notre objectif, c'est lorsque nous arrivons à la première échéance du bail, donc au bout de 9 ou 10 ans, évidemment, de repartir sur une longue durée. Très bien. Merci Jérôme. Laurent, outre la qualité du gestionnaire et la qualité du bail, quels sont les autres critères à observer avant de se lancer dans une opération à LMNP selon vous? Les fondamentaux de l'immobilier, je pense que ça a été évoqué juste avant. Il faut qu'il y ait un marché locatif, l'importance. Il faut que ça soit dans une grande ville, si possible, ou des villes sur lesquelles il y a un pouvoir d'investissement immobilier qui est présent. Des centres-villes, on est sur une clientèle âgée qui recherche la commodité. Donc, l'emplacement, pour nous, de la résidence de service a extrêmement son importance. Comme on le dit dans l'immobilier, l'emplacement. Le fait qu'il
il n'y a pas de souci de gestion. Il n'y a pas de souci de gestion pour l'investisseur est primordial et la qualité du bail et du fonctionnement de ce bail est donc adossé à un grand groupe, évidemment. Mais en période de baisse des taux, ce qu'on a connu depuis 10 ans, le bail est garanti, ce qu'on évoquait, donc ça permettait d'avoir une rentabilité de plus en plus intéressante vis-à-vis des autres placements où les rentabilités étaient proches de zéro dans certains cas. Mais en cas de hausse de taux? Et en cas de taux, on a la hausse des loyers. Donc on a des indexations qui peuvent être sur le loyer. Alors, j'en profite pour faire passer un message. On cherche toujours plus aux investisseurs. Donc il faut qu'on regarde de près le niveau de l'inflation, la durée dans le temps et comment la hausse des loyers peut se répercuter, même si on n'a pas trop de doute pour pouvoir la répercuter, pour protéger aussi l'investisseur, tout en ayant un public qui soit toujours éligible dans ce type de résidence. Claire, oui. Donc effectivement, toujours, quelle que soit la thématique, regarder une forme de centralité, de réversibilité également du bien. La réversibilité est extrêmement intéressante parce que c'est un des critères de choix chez nous. C'est que dès le départ, si jamais l'exploitant, pour X raisons, ne veut pas renouveler son bail, ne souhaite répartir ou fait défaut, on veut que l'endroit puisse par lui-même avoir une qualité d'exploitation par le client, directement l'investisseur, et qui puisse à ce moment-là reprendre une autre vie en gestion, une autre vie, ou l'occuper si jamais il souhaitait pouvoir l'occuper. Claire. Merci Laurent. Jérôme, justement, donc on rentre dans le sujet de la résidence service senior, qui est une thématique qui est en train de se développer aujourd'hui. On a vu, on l'a évoqué, montrer sa résilience au moment du Covid. Pourquoi c'est une thématique d'avenir selon vous? Alors, pour un élément très simple, c'est qu'il y a des fondamentaux positifs du marché qui sont extrêmement forts. Et comme premier fondamental, c'est la démographie. Aujourd'hui, nous assistons à une véritable explosion du nombre de seniors qui sont âgés de plus de 75 ans. Pour avoir un petit peu un chiffre en tête, le nombre de seniors entre 75 et 84 ans va augmenter entre 2020 et 2030 de 50%, donc de passer de 4 à 6 millions de personnes. Ouais, donc il y a une demande qui est en train d'exploser. Il y a ce que les démographes appellent un mur démographique auquel nous devons faire face. Et la résidence service senior s'inscrit dans ce contexte, puisque ces seniors vont avoir besoin de se loger et d'avoir des logements adaptés. Or, aujourd'hui, quand on examine le parc résidentiel français, eh bien 94% de ce parc n'est pas adapté pour des seniors en perte de mobilité. Donc cela fait vraiment sens d'investir dans la résidence service senior parce que ça répond à ce double défi qui est la démographie et le besoin de logement. Et le besoin de logement pour cette... Oui, c'est ça. La démographie, ça ne prête pas à conjecture ou à commentaire. C'est ça qui est bien dans cette période d'incertitude. C'est ça qui crée votre conviction, notamment, Laurent? Bon, à partir du moment où on a un marché structurellement sur lequel on a des besoins d'équipements extrêmement forts, et aujourd'hui un taux d'équipement qui est encore relativement faible, plus un marché qui est en train de se structurer, ça nous laisse une visibilité extrêmement importante, ce qui permet de passer les petites problématiques conjoncturelles ou l'actualité qui peut ressortir et donner cette visibilité à long terme pour nos investisseurs. Je crois que c'est ça le plus important. Et dans ce qu'on a évoqué aussi sur ces besoins sociétaux, je pense qu'on a aussi une frange de clientèle et souhaite de plus en plus rester chez elle le plus longtemps possible. Moi, les études, c'est ce qu'ils disent. Mais il arrive à un moment donné, si on est tout seul chez soi, si on a perdu son conjoint, on n'a plus forcément tous envie de rester seul chez soi. Et on préfère avoir un lien social. Et ces résidences-là amènent aussi ce lien social parce qu'il y a des activités, parce qu'il y a des services. Régulièrement, on est toujours étonné, mais les restaurants sont sans doute le service qui fonctionne le mieux parce qu'on a besoin de ça en France. Ça revient tous les jours. Et on recherche aussi à travers une résidence de service senior une capacité à pouvoir continuer à vivre, à pouvoir bien profiter de sa vie. Et c'est un complément, une alternative à ceux qui veulent rester chez eux, qui au contraire préfèrent une indépendance et un logement sur lequel il veut être tout seul. Mais on a une part forte d'investisseurs qui sont à l'écoute de ces besoins sociétaux. Je vais rebondir sur ce point. Oui, oui. C'est tout à fait exact. Aujourd'hui, il y a, les personnes qui vieillissent ont deux choix en gros. C'est soit rester chez soi, soit d'aller trouver un autre chez soi qui est adapté à sa perte d'autonomie. On ne peut pas toujours adapter son logement traditionnel. Il faut faire des travaux qui sont coûteux et pas toujours possibles. Il faut pouvoir s'entourer de l'ensemble des services qui vont permettre donc d'aider aux seniors de vivre dans des conditions confortables. Lorsqu'on a une grande maison qui a un toit à réparer, lorsqu'il y a un jardin à s'occuper, ces services commencent à coûter très cher. Et enfin, lorsqu'on est isolé, et cet isolement, je vais le qualifier de deux manières, soit géographiquement, soit par rapport à sa famille. Là, on a besoin de se rapprocher d'un lieu, quand c'est géographique, en centre-ville, où on peut continuer à avoir une vie indépendante,
et également avoir du lien social avec des équipes qui seront dédiées et qui permettront aux seniors de continuer à avoir du lien social. C'est ce en quoi la résidence service senior donc répond à cette problématique. C'est ça, il y a l'ambition initiale et puis il y a la réalité. Et puis il y a une autre réalité, c'est que dans ces résidences service senior, alors vous avez des couples, mais aussi vous avez une grande majorité de personnes vivant seules, et notamment des femmes, c'est ça? C'est tout à fait exact. Lorsque le senior est, on va dire, actif, on l'appelle comme ça, il va rester chez lui et il va profiter de son logement historique. À un moment, il peut apparaître des ruptures de vie. Ces ruptures de vie, c'est il m'est arrivé de tomber et mes enfants sont loin et c'est un problème quand je commence à tomber la nuit et que mes enfants sont loin. Donc on a besoin d'avoir davantage d'encadrement. J'habite à 3 km du centre-ville et j'ai besoin de prendre ma voiture. Et donc là, à ce moment-là, la résidence service senior vient répondre à sa besoin. Et il y a évidemment le veuvage. Et statistiquement, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et aujourd'hui, nous avons 75% de la population des résidences service senior qui sont des femmes. Voilà, il faut bien l'avoir en tête, en effet. Je vous propose justement, parce que au-delà effectivement du besoin, il y a aussi une nouvelle, vous l'aviez évoqué, génération de seniors qui sont en train d'arriver, qui sont les boomers, les baby-boomers, qui ont forgé notre économie et qui ont eu 20 ans et fait mai 68. Et je vous propose écouter Daniel Rapoport, qui est sociologue et qui va nous parler justement de cette nouvelle typologie de seniors et de leur état d'esprit. Les nouveaux seniors qui sont à l'âge entre 60 et 70 sont effectivement issus de la génération qu'on appelle post-68. Ça veut dire pétri d'un besoin d'autonomie, de révolte, de lutte contre les faits établis qui ne laissent pas une liberté, très exigeants au plan de leur santé, exigeants au plan corporel, donc ils ont beaucoup de budget soins, de santé, ils sont exigeants en termes de leur habitat, parce que c'est vrai qu'ils veulent pas être traités de vieux, parce que vieillir, ça n'est pas être vieux. Vieillir, tout le monde vieillit, et être vieux, c'est une espèce de statisme, alors que vieillir, c'est un mouvement, un processus. Donc, ils veulent être dans le mouvement, ils veulent être dans l'action. Ce sont des gens qui ont eu des postes de pouvoir, ils ont une capacité à décrypter une offre et je vous parlais de l'exigence, mais vraiment une exigence pour être sûr que ça leur convient. Donc ne pas les mettre dans un ghetto, ne pas les mettre non plus dans un statut où soudain ils se verraient proches du handicap ou de la dépendance. C'est un peu leur grande peur là qu'ils ont dès 70 ans d'être déjà dans des mots MAUX qui iraient dans le sens des plus grands mots de solitude, de dépendance, etc. Voilà, donc on les voit mieux, ces nouveaux seniors qui sont en recherche effectivement d'autonomie, qui ne veulent pas peser vis-à-vis effectivement de leur descendance, mais il y a peut-être une chose sur laquelle il convient de revenir, c'est sur ces résidences service senior. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Laurent, mais certains ont peut-être tendance à confondre résidence service senior et EHPAD. Je commence avec vous, Jérôme, le spécialiste. Peut-être tordre le cou à cette image d'Épinal. Pour expliquer la différence, on va partir des clients. Ce ne sont pas les mêmes clients. Et ça c'est fondamental. Et de là, la différence intervient. Un EHPAD est là pour pouvoir répondre à des seniors qui ont besoin d'une présence médicale 24 heures sur 24 et qui sont dépendants. Une résidence senior répond à des seniors qui sont autonomes, qui ont besoin d'avoir des services de confort, de sécurité et de lien social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une résidence service senior, le senior, il est d'abord locataire dans sa résidence principale, c'est sa résidence principale, et il va vouloir continuer à avoir une vie à l'extérieur de la résidence. Ce sont des lieux ouverts. Quand je dis ouverts, ça veut dire que le résident va sortir, va continuer à faire ses courses, va aller au laboratoire d'analyse, va aller chez son boucher, va venir faire vivre du reste tous les commerces de proximité et peut accueillir sa famille, peut accueillir des amis. Et pour pouvoir accentuer le lien social, nous avons mis en place plein d'animations
qui sont des sorties culturelles, qui sont des conférences, des concerts de musique, des ateliers auxquels participe le senior, des cours de gym douce. Et c'est des lieux heureux. Voilà, je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est des lieux heureux et c'est aussi de jolis endroits. Ce sont des jolis endroits parce que, d'abord, nous faisons appel à des décorateurs. Et à chaque fois, il y a un projet de décoration qui est nouveau quand on fait une résidence service senior. Et donc, sous les logements, puisque nous avons des espaces communs avec un restaurant, un salon bibliothèque, une salle de remise en forme, eh bien là, il y a un bel endroit dont les seniors sont fiers et leurs enfants sont heureux de voir leurs parents dans un environnement qui est aussi qualitatif. Ce qui est important, effectivement, la vision des enfants, vous partagez... Oui, bien sûr, c'est ce qu'on évoquait. Je pense que les résidences seniors d'aujourd'hui ont encore une mauvaise image parce qu'elles sont confondues avec les EHPAD et on a fait beaucoup d'actualités. Les EHPAD, on les subit, c'est la fin de vie, bien souvent. Une résidence senior, c'est un moment de vie. Et on l'a dit avec cette génération de baby boomers. On le voit bien avec nos clients parce qu'on les fait venir sur site, on fait visiter des résidences seniors, que ce soit celle de Cogit Club ou d'autres partenaires. Et on voit l'engouement de nos investisseurs parce que la qualité ressort immédiatement. Tout ce qui a été évoqué par Jérôme est visible et on change de perception. Donc c'est encore ça aujourd'hui le travail à faire. Passer de la maison de retraite d'il y a 30 ans, l'image qu'on peut avoir, l'EHPAD qui est celle qu'on a facilement mais qu'on n'a pas envie de, à cette résidence de service senior. Il y a bien le mot service qui est dedans. Et ça change tout parce qu'il y a beaucoup de services qui sont accessibles en gardant l'indépendance pour nos clients et pour les locataires. Oui, c'est ça. C'est le principe de chez soi autrement. Il faut, c'est pas le même usage. Merci Laurent. Et Jérôme, justement, donc vous êtes au cœur du dispositif pour justement investir, trouver de nouvelles résidences. Quels sont les critères de choix majeurs qui sont les vôtres et qui devraient être ceux des futurs investisseurs quand vous allez installer une résidence quelque part? Pour vous répondre sur ce point-là, donc je vous réponds vraiment en tant qu'exploitant. Et je voudrais vous démontrer à quel point les critères de l'exploitant sont alignés avec ceux de l'investisseur immobilier. Dans la vision Cogedim Club, et c'est une vision qui est Cogedim Club, c'est pas forcément une vision qui est globale au secteur, nous avons la conviction que être implanté en centre-ville, c'est-à-dire à une distance qui permet à une femme de 80 ans ou plus de continuer à faire ses courses, est quelque chose qui est absolument déterminant pour le prolongement de son autonomie. Nous souhaitons que nos résidents continuent à être dans la ville, dans la vie. Et cet emplacement en centre-ville est absolument important. Nous cherchons à être à proximité des commerces de proximité. Nos immeubles sont beaux. Hein, je veux dire, il y a des promoteurs avec Pitch Immobilier, puis avec Cogedim qui font vraiment des ouvrages de belle qualité dans le groupe Altarea. Et lorsqu'on regarde comment est composée une résidence senior, ça ressemble étrangement à un immeuble résidentiel classique. Donc, nous avons des studios, des 2 pièces, des 3 pièces. Les studios font 35 mètres carrés, les 2 pièces font 40, 42 mètres carrés, les 3 pièces font entre 65 ou 70 mètres carrés. Ça veut dire que l'investisseur immobilier va détenir un appartement dans un immeuble qui est situé en centre-ville, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Et donc, on voit que les fondamentaux immobiliers sont parfaitement respectés et alignés avec les intérêts de l'exploitant. Et qui remplit justement les conditions de réversibilité que vous évoquiez tout à l'heure, Laurent. Ce qui a été dit est fondamental. On fait un comité de sélection. Pour pouvoir sélectionner, on va regarder effectivement ce qui a été évoqué, savoir si le bien est réversible. Réversible, pas uniquement parce qu'il y a eu un intérêt pour le locataire d'y être, mais réversible parce que si notre investisseur veut vendre, il faut qu'il y ait un intérêt de pouvoir y aller. Et si on est en centre-ville, dans des grandes villes, avec un marché locatif qui est présent, il y aura une valeur de l'appartement qui sera intrinsèque. Donc, on retrouvera sur la valeur de locatif, mais également sur la valeur de propriétaire. Et ça, pour nous, c'est fondamental. L'autre événement qui est important, on a dit, c'est aussi le rapport qualité-prix. Je pense qu'on est dans une comité de sélection. On va aller regarder et la rentabilité affichée. Donc ça, c'est la partie loyer garanti ou le bail, mais également le prix qui est payé pour savoir si il n'y a pas quelque chose qui est un petit peu en dehors du marché avec nos propres critères. Et ça fera partie de la sélection qu'on propose aux clients. Claire, merci. Et dernier point, mais non moins important, c'est effectivement en investissant dans des résidences services seniors, on fait le choix en fait du socialement responsable par rapport à ces générations. Oui, c'est du socialement responsable. Aujourd'hui, il y a cette poussée démographique qui arrive. Et la société, elle n'est pas tout à fait prête. Elle s'est très bien préparée pour cette poussée démographique. Et il faut aujourd'hui une réponse en termes de logement
pour ces seniors qui arrivent de logements adaptés. Et en ça, c'est un investissement qui est responsable. Ensuite, en choisissant d'investir dans une résidence-service senior, on permet à des seniors de rester au cœur de la société, on ne va pas les mettre en marge de la société. On est en centre-ville, ils vont continuer à faire leurs courses, ils vont continuer à être des citoyens à part entière. Donc oui, ça fait sens d'investir dans une résidence-service senior. Merci Jérôme. Et Laurent, un point qu'on n'a pas évoqué, LMNP, on l'a vu effectivement avec Bail, avec exploitant, une thématique effectivement porteuse avec les résidences-services seniors, mais on peut faire du LMNP sans exploitant. Voilà, expliquez-nous, et ça c'est quelque chose que vous faites... Le statut est le même, donc tous les avantages du LMNP, ce qu'on cherche, c'est notamment ces revenus, complémentarité de revenus peu fiscalisés. Avec ou sans exploitant, ça permet d'avoir une souplesse du lieu. C'est-à-dire que là, on va aller chercher dans les catalogues des partenaires, en particulier chez Altera, avec les différentes marques qui ont été évoquées, des lieux où on peut les faire une exploitation temporaire, ça va être sur une autre typologie forcément que, par exemple, sur la clientèle de retraités, et en gardant une souplesse. Et avec quelque chose, lorsqu'on prend des packs de gestion ou des packs d'équipement, pour le client, ça revient à quelque chose qui est quasiment clé en main. On n'a pas le bail qui est garanti, mais on a quelque chose qui lui permet de se décharger totalement de la gestion, ne pas s'en occuper, avoir même un expert comptable qui lui fait sa fiscalité, lui perçoit ses loyers, et il en garde la jouissance et la souplesse de pouvoir soit mettre un locataire, soit temporairement même pouvoir habiter dedans. Oui. Voilà, donc c'est ce qui nous intéresse. Même type de bien. Quelque chose de plus flexible. Plus flexible, et ce qui, avec l'avantage d'un côté, bail garanti pour ce qui est d'une résidence-service, ou souplesse du fonctionnement en gardant les mêmes types d'avantages sur un non-exploitant. Super. Eh ben, écoutez, on touche à la fin de notre table ronde. Je vais vous proposer à tous les deux, mais également à tous les trois, un mot de la fin. Et on va commencer avec Daniel Rapoport qui va nous dire en 1 minute ce que ça veut dire de bien vieillir. Je fais appel ici à l'épigénétique. L'épigénétique, comme chacun sait, c'est l'influence de l'environnement sur ses gènes, sur son corps. Et mieux vous êtes loti en environnement, ça veut dire la santé, effectivement, ce qu'on mange, comment on dort, où l'on habite, justement, parce que c'est vrai que l'espace de l'habitation réfère un peu à l'espace de son corps. Il y a quelque chose de très affectif lié à l'habitat. Je dirais que bien vieillir, c'est avoir un objectif et une capacité de transmission de toute l'expérience que l'on a eue et une capacité de lien social que l'on va continuer à mettre en place, une possibilité d'avoir conscience quand même par tout un environnement de soins, de sa santé. Ça veut dire une ouverture au monde et un projet d'avenir, pour ne pas que l'avenir soit lié seulement au délétère, à la maladie, à la dépendance, ou voire plus. Merci Daniel pour ce mot de la fin. Jérôme, si vous voulez nous dire en quelques mots les avantages et pourquoi il convient d'investir en résidence-service senior aujourd'hui. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est s'appuyer sur un fondamental qui est très fort, qui est celui d'une démographie qui arrive, d'un besoin qui aujourd'hui n'est pas satisfait. Et c'est également donner la possibilité donc à nos seniors de continuer à vivre dans des conditions qui sont les plus favorables possibles, qui vont pouvoir prolonger leur autonomie. Très bien. Merci Jérôme. Et Laurent, peut-être question plus globale, pourquoi investir en LMNP aujourd'hui ? Les avantages que recherchent les clients, les revenus complémentaires peu fiscalisés, évolutifs, garantis dans le temps si on est dans un service ou en évolution autrement comme le marché, une tranquillité de gestion. Je pense qu'à travers un système LMNP, et notamment les résidences services, ils ne s'occupent de rien. Des tickets plus accessibles. Des tickets plus accessibles. Et puis, la qualité d'une signature, évidemment, c'est ce qu'ils vont rechercher. Voilà, pour les grands domaines. Super. Merci beaucoup, Jérôme. Merci d'être venu sur le plateau. Laurent, on reste ensemble puisqu'on va se retrouver juste après pour notre 3e plateau dédié à la nue propriété. Et effectivement, l'intérêt d'investir quand on n'est pas loin d'être à la retraite, à la fois sur son intérêt en termes de constitution de patrimoine et également en termes de succession. À tout de suite. La période précédant la retraite est cruciale pour assurer une transition harmonieuse vers cette nouvelle phase de vie. C'est en quelque sorte le money time. C'est le moment de réaliser ses derniers investissements en tant qu'actif avec l'objectif de préserver son capital et de le faire fructifier
de façon optimale. C'est également le temps des réflexions en matière de transmission et il existe une solution parfaitement adaptée à ces deux objectifs, la nue propriété. Pour en parler, Laurent Garnier est resté avec nous. Merci Laurent. Et nous accueillons donc Jean-Baptiste Bélier. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Philippe. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoine chez Alterea Solutions et Services. Eh bien, Jean-Baptiste, première question pour vous, évidemment, on parle de nue propriété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le schéma et le fonctionnement de ce type de montage? Alors, la nue propriété est un investissement fondé sur le principe de démembrement temporaire de propriété qui consiste à séparer la pleine propriété en deux droits réels et distincts. L'usufruit, tout d'abord, qui est le droit de jouir du bien et d'en tirer profit. Les usufruitiers, ça peut être un bailleur social. Il s'agit de l'usufruit locatif social, c'est-à-dire que les locataires qui rentrent dans le logement pendant la durée d'usufruit sont sous conditions de ressources sociales. Il peut également avoir des usufruitiers bailleurs institutionnels. Il s'agit là d'usufruit locatif intermédiaire. Et dans ce cas-là, les locataires rentrent pendant la durée d'usufruit sous conditions de ressources Pinel. Dans les deux cas, l'usufruit a une durée qui varie entre 15 et 20 ans. Et puis vous avez la nue propriété qui est le droit de détenir les murs avec un différé de jouissance qui est la durée d'usufruit. Et ces nus propriétaires sont des particuliers investisseurs. Merci pour ce rappel et effectivement pédagogique. Laurent, on a un schéma qui est assez technique. Vous êtes en face des clients. Comment vous pitchez ce type de solution à vos clients? Alors ça arrive après, justement. La simplicité pour le client, c'est un système très contemporain, qui est méconnu, qui a toute sa place, je pense qu'on va le voir juste après, qui est un dispositif qui est extrêmement intéressant à découvrir. Et aujourd'hui, ce que recherchent nos clients, c'est la simplicité, c'est la tranquillité de gestion. Et à travers un démembrement, on a exactement ce type de dispositif, un peu comme on a évoqué sur les NP, le fait de n'avoir rien à gérer, d'avoir une visibilité qui est là. Moi, je compare à un contrat de capitalisation, dit dans la partie financière, on connaît les contrats de capitalisation. Là, c'est un contrat de capitalisation immobilier. Et on le présente de cette manière-là pour le client. C'est quelque chose qui permet d'avoir une décote à l'entrée. Donc, lui, il est sensible à payer un prix moins cher, d'avoir une visibilité pendant les durées de 15 ans minimum et plus, et d'avoir aucune fiscalité. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. On connaît les Français. Gagner le plus possible, payer le moins possible. Eh bien, on est dans ce type de dispositif parce que là, tout est clé en main. Il n'y a rien qui est fiscalisable. C'est l'avantage de ce dispositif, le temps de la réunification, évidemment, de la pleine propriété, de la gestion de l'usufruit. À qui cela s'adresse, ce type de montage, Laurent? Alors, pour nous, ça s'adresse... Il y a deux types de populations, de clients investisseurs. On va commencer par celle qui est plus la transmission. Donc, c'est peut-être la moins importante en termes de nombre de réalisations, même si elle a un pouvoir de transmission importante. C'est les 65 ans et plus. Je pense que Jean-Baptiste en parlera, mais c'est ceux qui veulent investir pour transmettre à une ou deux générations. Mais les premiers investisseurs, c'est ceux qui veulent se constituer un patrimoine, se constituer une épargne pour la retraite. Tous les actifs, vous, nous, moi, qui sommes en activité et qui avons un besoin de constituer un patrimoine ou qui l'avons, qui voulons diversifier. Mais sans nécessité de revenus immédiats, c'est notamment ça. C'est toute la différence avec le système d'avant. Je pense qu'on est sur des clients qui veulent percevoir des revenus immédiatement ou rapidement. Là, on a l'inverse. On capitalise, on n'a pas besoin de revenus. Seul objectif, c'est... L'objectif, c'est à terme, voilà. C'est au bout des 15 ans, des 16 ans, des 17 ans, d'en profiter en termes de revenus complémentaires ou de reprendre le bien et de le vendre. Au moins, je me suis constitué un capital, je l'ai valorisé, ou de pouvoir habiter dedans pour certains, parce qu'ils se projettent aussi. Alors, vous allez me dire, à 15 ans, c'est des fois difficile, mais on a des clients qui se projettent sur une région en disant j'irai passer mes vieux jours là-bas et je vais aller investir sur la Côte d'Azur, sur la façade atlantique, par exemple, dans un système en démembrement. Question à tous les deux, c'est quoi les avantages d'un investissement en nue propriété, Jean-Baptiste? Alors, comme le rappelait Laurent, c'est avant tout un investissement patrimonial, sans en avoir les problématiques de gestion locative, puisque contractuellement, l'investisseur nu propriétaire donne mandat à l'usufruitier pour qu'il gère son logement pendant toute la durée d'usufruit. Donc, pas de problématique. Donc, il ne percevra pas de revenus et la contrepartie, c'est la décote à l'achat, entre guillemets. Exactement. Donc, une décote sous forme de réduction de prix. Et puis, pendant toute la durée d'usufruit, pas de problématique de vacances, pas de problématique d'impayé. Tout est pris en charge par l'usufruitier. Toutes les dépenses également inhérentes au logement, impôts, taxes, charges de copropriété. Pendant cette durée-là, finalement, le nu propriétaire est tranquille et n'a aucune dépense à réaliser.
Ça, évidemment, c'est un des points fondamentaux. Ce qui est intéressant quand on est dans une phase de succession, effectivement, à un âge où on n'a pas forcément envie de s'ajouter peut-être de la gestion et des contraintes, et là, on est libéré de tout cela. Oui, mais même à tout âge, je pense. Oui, si on a tellement de choses à faire en étant actif, d'ici ça, j'ai pas besoin de m'en occuper, c'est très bien aussi. Je suis d'accord. Non, c'est un réel avantage. Le second, c'est ce que rappelait aussi Laurent, c'est la fiscalité, puisque c'est un investissement pendant toute cette durée d'usufruit qui ne rentre pas dans l'assiette IFI. Ouais. Et puis, on rappelait cette décote, pas de revenu, une décote, donc une réduction de prix, et donc pas de fiscalité sur l'impôt sur le revenu aussi, puisqu'il n'y a pas de revenu. Donc, on est sur un investissement totalement neutre fiscalement. Un mot pour compléter, Laurent ? Je crois que ça a été très bien dit, et cette appétence qu'on peut avoir sur une constitution, la décote, il faut bien la voir comme étant quelque chose qui est par avance gagné, c'est-à-dire sur la durée de location. Donc ce sont les loyers, je ne suis pas un expert moi, mais il le redira, je pense Jean-Baptiste, sans simplifier, c'est les loyers que j'aurais dû toucher pendant 15 ans qui sont enlevés du prix de l'achat. Donc c'est immédiat. Donc je suis sûr de percevoir mes loyers. Et ça, c'est un système qui est quand même assez parlant pour le client, parce que là, il n'y a pas d'aléa locatif. Il est sûr d'avoir eu le bon prix, avec une revalorisation de son capital dans le temps, parce que ça reste un bien immobilier. Donc, on peut supposer que sur 15, 16, 17, 18, 20 ans, le patrimoine va continuer à augmenter. Et donc, il aura d'un côté sécurisé ses revenus avec cette décote et un potentiel de revalorisation à terme de son bien immobilier. Voilà, donc c'est un système qui a un seul inconvénient, c'est qu'il ne faut pas vouloir toucher des revenus immédiatement. D'accord. Si on fait un prêt, on n'a pas de loyer pour rembourser le prêt. Bon, alors, deux rebonds, puisqu'on a un sujet des cotes et les inconvénients, peut-être compléter justement sur potentiellement les inconvénients d'un montage comme celui-là ? Oui, alors il y a un inconvénient aussi, je pense, qui est pour moi le principal, qui est la durée du fruit. Parce que Laurent, tu le rappelais, on est sur des investissements sur 15, 16, 17, voire 20 ans. Et c'est vrai qu'on peut avoir des clients investisseurs qui ont du mal à se projeter sur des durées aussi longues. Notamment ceux qui sont proches des départs en retraite. C'est-à-dire que lorsqu'on est à 55, 60 ans, même si on vient de gagner 2 ans tous gratuitement, c'est compliqué de se dire je vais faire plus de 10 ans, encore 15 ans. Donc des durées plus courtes ont un aura auprès de ces investisseurs-là. Voilà, et effectivement, c'est la raison pour laquelle on a créé une offre toute récente chez Altarea qui s'appelle la solution Dissimo et qui est une solution justement plus courte durée, donc toujours en démembrement de propriété, mais non plus sur 15, 16, 20 ans, mais sur 10 ans. Et avec une particularité, c'est que l'usufruitier, pour le coup, est Altarea lui-même. Ah oui. Voilà, donc en fait, une nue propriété adossée à de l'usufruit locatif libre. Et donc, on est très heureux qu'Altarea nous laisse cette possibilité de pouvoir innover, créer. C'est la meilleure manière d'être habile et de pouvoir s'adapter aussi aux attentes des clients. Et donc, on peut considérer que cette nouvelle offre que l'on sort sur les prochains programmes puisse être une alternative pour des clients qui souhaiteraient peut-être préparer justement leur retraite, qui n'ont pas eu le temps de préparer leur retraite. La dernière opération avant retraite. Exactement. Et voir effectivement succession. Et ce qui permet sur 10 ans d'avoir peut-être une vision un peu plus claire et de se dire je prépare ma retraite et à 10 ans, j'ai un complément de revenu où je peux transmettre ça éventuellement à mes enfants. Jean-Baptiste, je rebondis sur ce qu'évoquait Laurent tout à l'heure, la question de la décote. C'est un peu le point sur lequel qui est regardé par les professionnels qui nous suivent. Comment est-elle calculée ? C'est quoi le principe ? Expliquez-nous. Et Laurent nous dira lui comment justement il regarde ça, il le contrôle de son côté. Alors pour faire simple, c'est si je prends un exemple, un bien qui vaut en pleine propriété 100 000 euros sur 15 ans. Qui a une décote de 35%, la nue propriété donc vaut 65 000 euros. Donc cette décote de 35 000 euros, c'est les loyers qu'aurait dû percevoir l'investisseur s'il avait acheté son bien en pleine propriété à 100 000 euros, qu'il avait mis en location pendant 15 ans. Ouais. Ça tient compte, en revanche, des charges et on appelle ça du taux de capitalisation qui est de l'indexation annuelle puisque les loyers, comme vous le savez, sont indexés chaque année. Donc en fait, on prend en compte ces flux de loyers pendant 15 ans et cette somme-là correspond
à la décote. Pour compléter, le pouvoir est aux acheteurs, on l'a entendu tout à l'heure. Donc en ce moment, il y a des remises commerciales qui fleurissent aussi. Donc ça va venir faire une petite décote supplémentaire pour l'acheteur s'il peut bénéficier d'une remise commerciale du partenaire également sur l'opération. Mais à travers la décote, c'est un point essentiel. Ce qu'on va regarder, et c'est ça qui nous intéresse dans la sélection, parce que votre question était sur la sélection, on va regarder l'emplacement, on va regarder si le bien immobilier, alors là, par exemple, avec Alteria, on sait que c'est multimarque, et ce sont les mêmes types de biens immobiliers. C'est pas un logement spécifique qui est fait en démembrement, mais c'est des choix de logement parmi les autres types de logements qui sont faits en Pinel ou qui sont faits en meublé, comme on a évoqué tout à l'heure. Donc, on a la même qualité d'emplacement, voire dans certains cas de sélection qui sont encore optimum parce que c'est choisi dès le départ. Donc, c'est pas une fin de programme où on propose quelques démembrements pour pouvoir essayer d'afficher une forme de décote. Donc, ça, c'est ça qui est intéressant et en présence sur toute la France. Ça donne des intérêts extrêmement forts pour le système du démembrement. Et vous contrôlez justement cette décote, ça prête à quelques joutes avec les promoteurs? Oui, plus que la décote, parce que c'est un système de revenus locatifs qu'on a évoqué, c'est avec le prix pratiqué. Ouais. C'est-à-dire que le prix, on achète un appartement. Oui. Donc on va regarder avant la décote quel est le prix de l'appartement. La décote base va venir compléter. Et c'est vrai que dans certaines régions, lorsque vous avez, c'est le cas aujourd'hui par exemple en région parisienne, mais des prix de la nue propriété qui sont inférieurs au marché de l'ancien, parce qu'on a un marché qui est un peu tendu, vis-à-vis d'un client, ça parle. Oui, commercialement, ça a un impact. Ouais. Mais qu'est-ce que vous prenez comme risque? Vous achetez moins cher que l'ancien, quelque chose sur lequel vous avez une tranquillité de gestion totale, vous n'allez pas payer de fiscalité pendant la durée, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, vous avez un potentiel de revalorisation qui reste là. Donc, et un bilan énergétique, justement, aujourd'hui, avec la loi climat qui est très important. Il y a surtout un bien neuf qui respecte des normes environnementales, qui participe à cette régénération du parc français immobilier. Il a une tranquillité pour les années à venir. Et ça, c'est extrêmement puissant et ça ne se sait pas encore assez. Eh bien, écoutez, grâce à vous, on le saura peut-être plus. Jean-Baptiste, un autre point, historiquement, on avait tendance à venir chatouiller les promoteurs que vous représentez aujourd'hui sur le fait qu'on mettait en nue propriété, on crée ce type de montage, pas forcément sur les meilleurs lots d'une résidence. Que répondez-vous à cela? Alors, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir un modèle intégré. Le fait de travailler en modèle intégré auprès de toutes les marques de promotion du groupe. Je rappelle, Cogedim, Pitchimo, Oudéum, Histoire et Patrimoine. Ça permet d'être sur toute la phase du processus du montage. Et donc, on ne va pas nous imposer les derniers lots qui n'ont pas été les invendus, d'une certaine manière, ou le rez-de-chaussée plein nord avec vue sur le local ordures ménagères. En fait, on est en amont, on sélectionne les lots. Donc, on sélectionne l'emplacement géographique. Laurent le rappelait tout à l'heure, emplacement, évidemment. De deux, on s'assure qu'au sein du programme, les logements que l'on sélectionne en nue propriété se trouvent bien de manière homogène avec les autres lots en accession. Les prestations également, on valide l'ensemble du cahier des charges et on appelle ça la notice descriptive qui est l'ensemble des prestations du logement. Et le quatrième point qui pour moi est le fondamental, et Laurent, tu le rappelais très bien, c'est sur le prix. C'est-à-dire que le fait d'être encore une fois en modèle intégré, au-delà de la décote, ce qui compte, c'est le prix référence de la pleine propriété. Et nous, notre prix référence, on est extrêmement vigilant sur le fait qu'on on a accès aux grilles de prix en accession, et donc on fait attention que le prix référence soit bien le prix grille de prix en pleine propriété auquel on applique la bonne décote. Claire. Laurent, vous confirmez que voilà, on a des opérations de premier ordre? C'est l'avantage de bénéficier des grilles de prix, de voir la cohérence entre un dispositif Pinel ou un autre subventionné à certains, qu'on peut voir des fois. Là, on a des grilles de prix qui sont identiques, donc ce qui permet d'avoir une vraie justesse dans le choix. Et c'est important parce que l'investissement en démembrement doit se comparer à tout autre type d'investissement immobilier avec les mêmes caractéristiques, avec des avantages complémentaires comme on l'a vu, mais ça doit garder un bien immobilier en sous-jacent et c'est ça qui est le plus important. On a parlé de démembrement, d'un côté la NUPRO, de l'autre côté l'usufruit. Comment ça se passe à terme? On a l'image de Monsieur Patate avec un bras d'un côté et un nez de l'autre. Comment ça se reconstitue à terme, Jean-Baptiste? Alors, dans les schémas classiques sur 15, 16, 17, 20 ans, c'est contractuel. La loi précise évidemment tout ça. Le nu propriétaire a le choix, soit de récupérer son bien. Donc, s'il souhaite récupérer son bien, il donne congé au locataire pour récupérer son bien pour l'occuper ou pour le vendre. Voilà. S'il souhaite poursuivre la gestion locative, eh bien, il poursuit la gestion locative, soit avec le locataire en place, à travers un nouveau bail
loi 89, donc avec un loyer de marché, tout simplement. Donc c'est les 3 choix qui le permettent. J'insiste sur le fait que on a dans nos procédures auprès des marques donc de promotion du groupe, tout un process de relation client et de service après-vente qui permet de suivre notre client pendant la construction, la livraison, mais également pendant toute la durée d'usufruit jusqu'au débouclage, comme on appelle ça, qui est donc le terme de l'usufruit, pour que l'investisseur puisse récupérer son bien dans les meilleures conditions. Ouais, c'est important, effectivement, le suivi. Vos clients vous le demandent. C'est la force d'une grande marque et des multimarques présentes avec un seul interlocuteur, le cas échéant, c'est qu'on a cette capacité à pouvoir discuter avec eux et d'être tenu informé. Tenu informé, parce qu'en face, il y a un client, c'est nos clients, et inévitablement, on doit pouvoir l'accompagner tout en bout. Il faut pouvoir les rassurer, et sur une durée aussi longue, il faut pouvoir encore plus les emmener, les rassurer. On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais les dispositifs, il y a un nouveau dispositif que j'écoute avec attention. On a vu de l'ULS, logement social. C'est peut-être ce qui est le plus connu, en même temps ce qui fait le plus peur, parce qu'on se dit, il faut que je loue avec un logement social. Donc c'est ce côté, même si les logements sociaux d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir, on a tous en tête les barres HLM des années 60, en disant, bon, je vais me trouver là-dedans, ça va pas être terrible. Non, c'est plus du tout ça. Il y a de l'ULI. Je pense que le gouvernement actuel, le président, a donné un grand coup d'accélérateur sur le logement intermédiaire, donc ce qui va remplacer le Pinel. Donc on a un nombre de Français éligibles, quasiment les 3/4 de la population, je pense, sur la partie imposable éligible à l'ULI. Et puis l'ULL, qui vient compléter, donc pour en loyer libre, qui va venir permettre d'aller chercher aussi de la complémentarité. Donc, à travers les 3 solutions qui sont présentes, ça nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients. Allez, merci pour cette précision, Laurent. Dernière question, Jean-Baptiste. Est-ce que tous les biens immobiliers sont démembrables, selon vous ? Alors, techniquement, oui. On peut tout démembrer. On pourrait le faire, mais ce n'est pas le cas parce qu'on voit bien que ce type de bien, ce type d'investissement ne peut se réaliser que sur des sites premium ou des sites qui sont en forte mutabilité, forte transformation, où à 10, 15, 20 ans, on peut avoir une vraie valeur ajoutée. Donc, il faut pouvoir être extrêmement vigilant quand même sur la localité et les typologies aussi. On est plutôt sur des typologies studio, type 2, type 3, jusqu'au type 4 grand maximum. Laurent, dernière question, on a évoqué l'aspect successoral. Pourquoi la NuPro est particulièrement adaptée à des personnes qui veulent préparer leur succession ? Parce que ça bénéficie de dispositifs d'abattements fiscaux tous les 10 ans, qui a un effet de levier fantastique. Donc je ne rentrerai pas dans le calcul parce que Jean-Baptiste pourra le faire bien mieux que moi, mais grosso modo, si on a 100 au départ de valeur, sur plusieurs décennies, on peut transmettre 60% environ du bien ou 50% en étant peu ou pas fiscalisé pour ses héritiers. Donc c'est ça aussi l'effet de levier qu'on peut avoir. La donation, c'est la même chose. Il faut pouvoir donner. Une fois que c'est donné, on n'appartient plus. Donc c'est quelque chose qui, sur le papier, intéresse beaucoup de gens. Quand il faut passer dans la pratique, on est plus sur une clientèle qui est en capacité de pouvoir le faire. Très bien, c'est clair. Allez, la question de synthèse pour tous les deux. D'abord, vous, Jean-Baptiste, pourquoi justement investir en nue propriété aujourd'hui ? Vous avez moins d'1 minute. À la fois, on le voit dans la conjoncture actuelle, ça permet de sécuriser un investissement patrimonial sans en avoir les problématiques de gestion locative et pouvoir à terme bénéficier d'un bien, soit pour avoir des compléments de revenus, soit pour une transmission ou pour une revente. Très bien. Et Laurent, la question de fin, pourquoi justement investir en NuPro avec le groupe Alterrea et avec Alterrea Solutions et Services en particulier ? Je crois que j'ai un peu évoqué, on a une réponse multicritère, c'est-à-dire que sur tous les types de dispositifs de démembrement, ULS, ULI et maintenant ULL, une présence territoriale sur tout le territoire français, donc ça c'est extrêmement intéressant pour nous. Nous sommes un groupe présent sur tout le territoire. Dans chaque localité, on a une réponse qui est possible, on a des clients éligibles qui sont... Lorsqu'on a un bien immobilier qui est pas très loin, ça parle toujours un peu plus que d'investir à l'autre bout de la France pour certains clients. La qualité de signature, les multimarques, je crois que c'est essentiel aussi pour ça, parce qu'il n'y a pas une marque, il y a plusieurs marques. On a une petite préférence en plus sur des marques de Cogedim, de Pitch, de Wood & Home, qui est un acteur 100% bois. Donc voilà, c'est des marques complémentaires. Il y a des marques régionales, marques nationales, et ça, c'est aussi quelque chose qui permet grande diversité et de pouvoir proposer à nos clients plusieurs solutions et pas de se concurrencer entre elles.
Parfait. Merci beaucoup Laurent d'être venu sur le plateau. Merci Jean-Baptiste pour votre éclairage. Merci Philippe. Merci. Et donc je vous propose tout de suite de se retrouver pour la conclusion. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que ce format donne droit à 1 heure de formation validante au titre de la carte T. Il vous reste toutefois à répondre au quiz qui vous est adressé par mail dès la fin de notre événement. Bravo à Altarea Solutions et Services d'avoir produit un format original, clair et rythmé. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si vous souhaitez à présent découvrir l'actualité produit du groupe, rendez-vous dans l'espace stand, qui est le bouton situé sur la gauche de votre écran. Eh bien, vous découvrirez l'ensemble de l'offre qui est mis à votre disposition en lien avec les plateaux qui ont précédé. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire sur le post célébration qui est en train d'apparaître dans le chat au moment où je vous parle. Cet événement en appellera d'autres, donc si vous souhaitez vous tenir informé, abonnez-vous à la page LinkedIn du groupe. Le lien également pour vous y abonner apparaît dans le chat. Et puis les prochains rendez-vous, donc le 4 juillet pour une formation validante gratuite sur l'achat en résidence principale qui aura lieu au Store Cogedim de Paris-Bercy. Et puis la tournée nationale est toujours en cours côté groupe avec les prochaines dates 29 juin Montpellier et Toulouse le 6 juillet. Eh bien l'ensemble de ce roadshow également reprendra en septembre et puis vous retrouverez Altarea Solutions et Services à Patrimonia comme chaque année. Voilà, donc on vous donne rendez-vous dans l'espace stand pour finir cet événement et je vous dis à très bientôt. Au revoir.